Quand tu écrases les couleurs. On va la libérer de toutes ses entrailles. Avant, j'aurais tracé. Maintenant, j'ai plus besoin parce que là, à ce moment-là, je vis mon personnage. Il est collé à moi. Là. Je le soude, je le travaille, je le torture. Là c'est ma raison d'être. C'est bon de caresser les harmonies d'une fille comme ça au papier de verre. Je ne connaissais pas Pierre-Paul Bertin quand on m'a demandé de réaliser un reportage sur lui. J'allais donc le rencontrer sans attente ni préjugés, et ce fut un véritable choc. Je découvrais un artiste complet ayant un immense besoin de se raconter et dont l'œuvre me touchait. Pourtant, télévision oblige, j'allais devoir amener cet univers à 7 minutes. 7 dérisoires petites minutes pour 50 ans de carrière, pour un trésor de sculpture, de peinture et de gravure. En tant que réalisateur, j'ai l'habitude de faire des choix et d'en faire mon deuil. Mais cette fois, choisir, c'était réduire à l'absurde. Mon complice à la caméra était d'accord. Nous avons proposé à Pierre-Paul Bertin d'aller le visiter, lui et sa femme, pendant plusieurs week-ends échelonnés sur plus d'1 an. Le pacte fut rapidement scellé. Nous allions entrer dans son intimité. Nous apprendrions à le connaître et nous allions devenir des amis. Nous nous sommes laissés guider par Bertin, nous soumettant à son tempo et à son langage. Nous avons pris le temps de Bertin, en nous grisant de son univers. Santé. C'est pour ça que toutes mes toiles de l'époque sont très importantes. Regardez ça. Pierre-Paul Bertin nous a plus couvert la porte de ses ateliers. Sans pudeur et souvent avec beaucoup d'humour, il a, à de maintes reprises, saisi le fusain, la scie sauteuse ou le crayon pour nous montrer le chemin de son art. Vous voyez, en 30 années, je ne lève plus mon crayon. Je suis parti d'un point. Quand j'arrêterai, c'est que la première solution de mon regard, premier de l'effervescence des formes et des couleurs du paysage, m'ont impressionné. C'est ça la peinture, c'est pouvoir recomposer avec les éléments que tu peux prendre de la nature.
Mais là, ce qui était important pour moi vis-à-vis de vous, c'était de vous montrer comment je travaille. Ah oui, je triche pas, c'est simple. Pierre-Paul Bertin est né en 1926 à Reims, en Champagne. Fils d'un musicien décédé prématurément, il commence à dessiner tôt et annonce à sa mère, à l'âge de 11 ans, qu'il veut devenir peintre. Elle n'est pas d'accord, mais accepte tout de même de poser pour lui. Elle est bien obligée d'admettre que le portrait est ressemblant. Après des études secondaires et beaux-arts, le jeune Bertin expose à 23 ans à la galerie Saint-Placide à Paris en même temps que Bernard Buffet. Ils seront nommés les premiers jeunes pertinents de l'après-guerre. Les paysages de Bertin retiennent l'attention. Mais le jeune homme ne se repose pas sur ce premier succès. Il a appris de son maître et ami Jacques Villon, l'inventeur du cubisme, l'honnêteté et la discipline. Si bien qu'il retourne dans ses terres en 1950 pour poursuivre en silence des recherches par lesquelles il explore la fresque, le paysage, la céramique, la sculpture, la gravure. En 1963, sa rentrée à Paris est un nouveau succès. On remarque le portrait qu'il a fait de Jacques Villon. Ses œuvres remportent prix sur prix, en France comme à l'étranger. Il est désigné comme l'un des fleurons de l'art du 20e siècle par le célèbre critique parisien Lucien Lelon. On tente de le classer. Chez tel critique, il est impressionniste. Chez tel autre, il est expressionniste ou surréaliste. Mais il résiste à une classification claire et définitive. Ses influences lui viennent de Giacometti, Gromer, Villon, mais aussi de la musique, Stravinsky, Bartók. En 1966, un événement change sa vie. Il est sélectionné pour représenter la France à l'occasion du symposium de sculpture qui se tient à Québec sur les plaines d'Abraham. Pierre-Paul Bertin est frappé par le silence et les paysages et décide de s'installer à demeure. Il y trouvera un silence encore plus profond qu'il n'avait soupçonné. Moi, je ne me pose pas de questions. Je pense que chaque jour, j'ai un parchemin à remplir. Quand il est bon, il reste. Et le lendemain, on essaie d'en garder un morceau et on brûle l'autre morceau, et ainsi de suite. Ce qui fait que 30 ans de parchemin, il n'est pas grand, il n'est pas gros, il n'est pas épais. Mais ce qui reste, c'est solide. J'avais 14 ans. Là. On comprend pourquoi, à 20 ans, j'étais repéré à Paris. Hein. Tu te rends compte? On dirait que ça vient d'être fait au point de vue couleur. C'est presque extraordinaire. Oui, c'est ici un 14 juillet 66 que j'ai débarqué. Avec quand même beaucoup d'émotion, parce que c'était pas mon premier symposium important, mais c'était d'envergure. Et puis quand j'ai eu ma sélection là, pour représenter la France, c'était quand même une bonne récompense, comme si j'avais reçu à un moment donné le gros lot de la loterie nationale française. C'est extraordinaire. À mon chantier, ça se passait ici, ici sur cette pointe. Alors là, au départ, on m'amenait les troncs. Tous les troncs étaient alignés là. Alors évidemment, avec la scie mécanique, des gouges truelles. Et puis quand ça a été au premier montage, là je passe un petit peu
La rapidité du temps, là, c'est qu'on a eu le droit à un grutier. Parce que ma pièce était très imposante, il fallait élever les morceaux d'abord, qui étaient entre 30 et 42 pieds. Ah. Et puis, une place dans le cœur de la ville, qui était un trou d'eau, à ce moment-là, c'est la place, donc qui s'appelle la place d'Auville. Il y avait un arbre géant qu'ils allaient abattre. Alors là, j'ai assisté à l'ébranchage, à tout, au sciage du tronc, et puis il a été livré ici, et ça a été mon corps principal sur un arbre frais, quoi. C'est ce qui m'était jamais arrivé. C'était une grande épreuve, une dure épreuve en même temps, physique en plus. Puis c'est pas tous les jours que tu as l'occasion d'avoir une pièce aussi imposante à faire, quoi. La sculpture monumentale de Pierre-Paul Bertin fut baptisée Anna Murska, en mémoire d'un des camps polonais de la Seconde Guerre mondiale. L'orme géant représente une femme entourée de 14 personnages, et l'intention est de ramener un peu de joie dans ce lieu empreint de tristesse. Mais l'œuvre disparaît quelques années plus tard, sans que son auteur en soit avisé. J'arrive avec des étrangers pour montrer ma pièce, et il n'y avait plus rien. Même le socle avait été démoli. Même le socle en béton, qui était quand même pas fait avec un paquet de cailloux assemblés. C'était vraiment... là, j'ai essayé par tous les moyens d'avoir une idée, savoir qui, comment, où elle était, si elle a été démolie pièce par pièce, si c'était scié à la scie mécanique, est-ce que ça fait de jour ou de nuit, si c'est parti aux poubelles, au tas d'ordures, enfin je ne sais pas, on n'a rien pu savoir. C'était facile de me contacter, tout le monde savait que j'habitais Notre-Dame-des-Laurentides ou Stonem, parce que j'habitais les deux points. Ensuite, j'étais dans la basse ville, ensuite j'étais dans la haute ville. J'étais en plus professeur à l'École des Beaux-Arts, mon nom était divulgué un peu partout. Dans le sens professoral, tout le monde savait que j'existais, alors quand même... C'est de la colère que vous avez ressentie. Ah, quand même, oui, il y a de quoi. Pierre-Paul Bertin rencontrera Paul quelques années plus tard. Elle deviendra sa femme. Le hasard a voulu qu'elle tombe amoureuse de l'œuvre bien avant de tomber amoureuse de l'homme. Ah, ben, c'est qu'elle était aux études à l'Université Laval et très souvent le midi, pendant la belle saison bien sûr, elle venait casser la croûte, venait manger leurs sandwichs, les fameux sandwichs québécois là, qui sont si bons d'ailleurs. Vous savez, un sandwich en France, c'est très différent. Alors, elle venait s'asseoir au pied de ma sculpture. Enfin, c'est très bizarre l'existence, quoi. C'est fou. Comme pour se venger de la sculpture disparue des Plaines d'Abraham, Bertin a entrepris dans les années 80 l'élaboration d'un jardin de sculpture derrière sa maison de Beauport. Année après année, il y a ajouté des œuvres jusqu'à une centaine, dont quelques-unes sont destinées à être fondues en bronze. Les matériaux utilisés sont le bois, en hommage à la forêt canadienne, le cuivre, l'acier et la pierre. Le jardin prend du temps à se laisser apprivoiser. Ce qui frappe d'abord, c'est la verticalité, non pas uniquement imposée par l'espace restreint, mais aussi par le thème central de l'ensemble, l'appel de la liberté. Quand on a acheté la maison, j'ai fait un grand dessin d'implantation et où il y aurait des arbrisseaux, il y aurait des dalles, des allées, badin, badin. Puis vraiment, j'avais pondu mon affaire en comparaison de ce terrain qu'on a. Alors j'ai dit, ce terrain, Paul, un jour, il deviendra très grand par la forme évolutive de ce qu'il y aura dedans. Et puis c'est comme ça que... Alors toutes mes stèles étaient déjà faites. Puis à un moment donné, ben, on a sorti les pièces, on a commencé à les monter. Uniquement pour mon agrément personnel, et ça me rendait un grand service. C'est devenu le jardin du sculpteur, en ce sens qu'ici, ce n'est pas une exposition.
elles sont tassées les unes contre les autres parce que moi, c'est ma motivation du matin. Je regarde, je dis tiens, celle-là a tel défaut, celle-ci, il y a telle chose à revoir, à refaire, à modifier. C'est la raison d'être jusqu'au moment où elles partent. Alors là, quand elles partent, je ne dis pas que c'est l'absolue réalité, mais au moins elles partent avec le minimum d'erreurs, j'espère. Parce que de toute façon, c'est jamais parfait pour qui que ce soit. Bon. Ça fait seulement 4-5 ans que je peux me permettre de travailler sur une forme plate. Au lieu de gosser une pièce, j'arrive à grouper plusieurs personnages, ce qui permet à une sculpture d'être montée techniquement à l'apparence des temps modernes, puisque nous sommes dans un modernisme très révolutionnaire. Bien moi, mon installation, puisque je ne fais pas des tas de cailloux, mon installation, c'est de prendre mes morceaux de bois et de les assembler pour devenir X personnages, X thèmes. C'est mathématique, ça paraît très simple, ça paraît déformant à la vue du commun des mortels, mais finalement, c'est cette réalité que je vis depuis fort longtemps, l'épuration, pour arriver peut-être à un moment donné, comme Brancusi l'a fait dans son domaine, partir de forme et réduire à ce que les gens appellent un œuf, quoi, mais ce n'est pas un œuf. Les reflets sont la provocation aux dimensions réelles de la sculpture. Ouais. Ben, c'est ça, quoi. Alors maintenant, je vais lui faire mal, je vais commencer par les pieds, et puis on va voir. Vous voyez tout de suite la forme intégrale du personnage qui en somme va venir cohabiter dans sa forme générale en suspension. Ça fait que les trois limites vont être détériorées par l'image mais réintégrées par la forme couleur. Puis de toute façon, si on parle carrière, je ne cherche pas à innover. Je cherche d'abord une chose, à survivre dans les éléments que j'ai à mettre à jour tous les jours. Et puis si je me casse la gueule, ben, je le verrai bien, ou c'est d'autres qui le verront après moi. Si c'est pas classable, ben, ils auront moins une chance, c'est que ça pourra faire un sacré feu de joie. Hein, tout au moins pour la section bois. Hein. Quant au métal, ben, ma foi, il y a assez de dépôts. Et c'est un métier d'humour, finalement. C'est ça qui est extraordinaire. Il faut savoir, c'est le côté Balzac dont on parlait tout à l'heure, ou voltairien, avec cette espèce de circonférence qui devient la symétrie même de toutes les mathématiques du monde, donc du métier, des apothéoses des uns et des autres. Je trouve ça, ça crée une harmonie terrible. Oh, c'est con ce que je viens de dire, hein, mais... Merde. Mais enfin, faut en dire des conneries pour devenir vrai. Ah, je vous dis. Payer si cher et pas être servi, c'est effrayant. Allez, viens ma jolie. Quand je me lève le matin, je ne suis jamais grimaçant et je me couche sans grimace. Sauf s'il y a des adversités importantes pour lesquelles je dois bougonner comme tout le monde, quoi. Allez, viens, fille. Ah, c'est-à-dire que là, elle ne peut pas me répondre, c'est que des morceaux, mais... Bon, alors là, il faut aérer donc son mouvement intérieur, qui est celui-ci. Là, ici, il doit être incorporé. C'est d'ailleurs très fatigant. Quand tu quittes le soir, que tu as passé une douzaine d'heures à monter une pièce, tu as hâte de laisser ta foule tranquille. Dans le fond, je comprends le plaisir de ceux qui se droguent, de ceux qui fument beaucoup, de ceux qui boivent beaucoup. J'ai un plaisir, évidemment, qui leur tourne un peu le dos, mais dans le fond, la fatigue et le surmenage, parce que le vrai travail commence quand je la quitte. C'est pas quand je la fais. Parfait. Bon, tu me passes l'escabeau, nounoun?
Alors voilà votre Québec, vu par Bertin en 66. Ben là, c'était la première fois que j'étais dans l'extase, il faut le dire aussi bêtement, quoi. J'étais dans l'extase de découvrir l'automne canadien, quoi. Ça, c'était le premier choc. Bertin est un infatigable travailleur. Il est à ses ateliers jusqu'à 18 heures par jour. Après 50 ans de carrière, son trait est devenu d'une assurance extrême, trahissant une formation de graveur. Son trait nous entraîne dans un labyrinthe de formes qui se décomposent et se multiplient sans cesse. Quel que soit le médium, on sent la même assurance, que ce soit en sculpture, en peinture, en illustration, en tapisserie, en gouache ou en collage. Et à ceux qui lui reprocheraient d'être un touche-à-tout, il répond qu'il a tant à dire qu'aucun médium ne peut tout contenir. Pas étonnant que le soir venu, il se mette à écrire de petits poèmes et qu'on y sente encore l'assurance de son trait. L'amour endort l'entrain des amitiés et fixe le corporel à l'éternité. L'amour a le privilège de fleurir en toute saison et de pourrir aussi rapidement. L'amour vaporise les exploits et converge l'essor de ceux qui ont tout perdu. Alors, vous voyez, quand je travaille avec une scie, quand je travaille avec une perceuse, j'ai tout ça dans la peau. Et ça, le soir, pendant qu'elle ronfle, j'écris. J'ai 8000 poèmes de près. L'amour a le choix de disparaître entre les feux d'une seule et unique pensée. Tous ces catalogues, j'arrive à en tirer une toile, deux toiles, trois toiles, et les années s'accumulent sur le Québec. L'amour cratère le pourtour de tes révolutions à peine naissantes. Là, j'avais dû te toucher certainement les seins à ce moment-là. Vous voyez, la construction tenant dans une forme de coquille, parce que nous sommes dans les produits de mer, vous voyez, la symétrie ou l'asymétrie, vous voyez, toujours le problème des planchers, on les retrouve. Cette espèce de dentition générale des bateaux là, qui se marre, de tristesse. Ouais, mais t'inventes pas ça. L'amour blanche entre les peaux où le gras tranche les maigres de l'obscurité. Elle est notre amitié. Enregistre pas, hein, André. C'est notre amitié. Il n'y a pas de son? Non, il n'y a pas de son. Là, ils vont me prendre pour un dingue, c'est vrai. C'est vrai que je suis dingue.
D'aucuns répondront que je ne suis pas de souche, pas né ici bien sûr, mais depuis 30 ans que je vis ici, je suis accroché. Je suis aussi accroché que le caillou qui est sur vos semelles, quoi. C'est mon paysage journalier. Je respire pas l'odeur de la Tour Eiffel quand je peins aux ateliers. J'avais l'habitude de peindre des paysages de Bourgogne, la Provence que j'ai habité, les rues de Paris, la Seine, qu'est-ce que vous voulez, tout ça devenait très loin de ma mémoire. Et il a fallu que je me refonde une mentalité, une palette, carrément une palette. Vous savez, la construction, le monumental d'une œuvre d'art, enfin, pour employer la généralité des choses, c'est du mental journalier, c'est 24 heures par jour, vous êtes habité par ça. Si ça devient la fantaisie d'un jour, comme un ouvrier qui rentre avec son syndicat chaque matin pour faire sa journée et passer à la paye au bout d'une semaine, là, c'est plus de l'art pour moi. Je ne suis pas indifférent, évidemment, puisque j'ai besoin, comme tout le monde, de vivre, mais je pense que vous saisissez ce que je veux dire au point de vue image. Je ne suis pas dérangeant à vivre. J'ai des périodes de long silence, j'ai des périodes où je m'accommode mal avec le monde. C'est-à-dire, je préfère ne pas y être que d'être désagréable. Enfin, vous voyez, j'ai besoin, je suis en constante rupture, quoi. J'ai pas besoin du monde agglutiné autour de moi. J'ai pas besoin d'être autour d'une table et d'entendre jaser, comme on dit, un très beau mot québécois d'ailleurs. J'ai pas besoin de ça pour vivre. C'est pour moi, c'est très important, quoi. Le silence, si vous préférez. Je fais un métier de silence d'ailleurs. Ouais. Le silence n'appartient pas qu'à la musique, finalement. Ouais. Puis vous savez, les périodes de silence avec Paul, même autour d'une table, elle a aussi ces périodes où elle a besoin de son propre silence. Alors, c'est une belle communion, quoi. À la maison, c'est très, très agréable, quoi. Nous vivons vraiment poétiquement une vie extraordinaire qui ferait pas mal envie à beaucoup de gens si vous avez un peu plus de curiosité. Une vie agréable et poétique, certainement. Nous avons pu le constater. Mais une vie qui veut renouveler le langage ne va pas sans exigence. Bertin, qui a participé à plus de 200 expositions dans le monde durant sa carrière, est resté à peu près inconnu au Québec. À chaque exposition qu'il a présentée, il s'est heurté à l'incompréhension. Des journalistes l'ont surnommé l'inconnu de renom. Le coup est grand parce que si je fais le bilan, je m'aperçois que j'ai plus 25 ans et ça m'attriste un peu. Mais peut-être que j'aurai le temps de faire encore quelque chose, quoi. J'ai beaucoup de choses à faire, hélas. C'est un métier de lenteur, hein. Faut pas... L'empressement, ça coûte très cher, quoi. L'empressement, ça ne mène pas loin. C'est un métier de construction, c'est un métier où l'ovation habituelle d'un cirque après un numéro n'existe pas, quoi. Faut se méfier de ça. La bonne vente ne prouve pas que c'est la bonne œuvre. C'est le silence autour d'une œuvre qui est importante. Ça, c'est un croquis de l'année hier. Ça, c'est l'ancien pays de Brigitte Bardot, ça.
Depuis quelques années, Bertin a mis en chantier une œuvre monumentale de 156 tableaux, au fusain et à l'encre, dont des murales de 25 mètres de longueur. Le thème de son travail porte sur sa vision des camps de la mort lors de la Seconde Grande Guerre. Et oui, là, l'autre parle beaucoup, puis lui, oui, sa bouche est semi-close. Là, on est en train certainement de lui faire pas mal de pression dans le dos quand il sort du wagon. Là, cette partie-là sort du wagon, et à ce moment-là, au lieu d'être accueilli par une éternité de bonheur et de joie, là, ils ont un symptôme, une vision épouvantable d'une forme de Christ, mais qui reste avant tout un homme musclé, costaud, qui est le seul d'être fort. D'ailleurs, tout ce monde-là a déjà souffert. Il y en a la moitié de morts dans le wagon, d'ailleurs. Ça sent mauvais. Il faut apprendre à se taire. Alors, ma meilleure façon d'agir, c'est de le décrire par ces images. J'appelais ça les dommages de guerre à l'époque, des dommages comme des dommages à régler, à payer. Et un beau jour, j'ai commencé à retravailler la question. Et là, j'ai repris toutes mes anciennes esquisses et j'ai repris personnage par personnage. Et là, voilà, vous voyez, ça donnait des boîtes entières comme ça, hommes, femmes, enfants, silhouettes, sœurs, prêtres, cocus, mariés, tout y a passé. Tous ceux que j'ai entendus, vus, silhouettés selon les formes, la souffrance, l'agonie, l'ivresse, les souvenirs, tout y a passé. Voilà. Là, voyez-vous, là, je vais placer ce qu'on appellerait le reflet d'une pupille, mais sans pupille. Regardez la vie que ça donne. Et voilà la différence, tout de suite, ça cogne. Double menton. Oui, d'accord, dans tout ça, ça paraît infime, mais un détail par-ci, un détail par-là, ce qui fait que sur 25 mètres carrés, à un moment donné, ça chante différemment. C'est plus acceptable. Comment peut-on dire c'est terminé? Puis eux-mêmes doivent être fatigués là, dans leur pause. Là. Alors, à un moment donné, ils vont commencer à gueuler, ils vont sortir du papier, quoi. J'ai senti en tant qu'enfant que pour la première fois, des hommes pouvaient, d'une façon avide, aimer l'argent et faire du mal même à ces gens des plus proches, de la même race, de la même souche, de même religion. Mais j'ai vu aussi pour les premières fois alors la haine vraiment envers les Juifs. Bon. Alors là, ben, vous voyez, ça c'est... Je travaille sur toutes ces pièces, les unes après les autres, je reviens à l'une, je repars à l'autre. Et là, ici, la grande bataille du feu intérieur commence. Le monde s'agglutine, le monde souffle, le monde va travailler ensemble. Tout le monde avec une pelle, une pioche. Tu fais rien, parce que les cailloux qui sont là, on te les fait porter là, puis quand ils sont là, on te les fait ramener à un autre tas. Tu sais, c'était pour te crever, pour t'abîmer, te congédier. Tu tombes à genoux, puis t'achever. C'était ça le problème, comme un chien. Il n'y aura pas le coup de fourchette dans de la chair humaine, quoi, comme je dis. C'est pas ça. Mais montrer que dans le fond, on ne veut plus voir ça. Si les gens ont quand même encore au fond de leur estomac un petit peu de violence, ben, qu'ils l'abandonnent en sortant, quoi. C'est tout, quoi.
C'était vraiment un monde très, très, très particulier. C'était d'une musicalité épouvantable. Si j'avais été musicien, je suis sûr que j'aurais écrit des symphonies très, très curieuses. J'aurais d'ailleurs sacrifié des instruments pour en prendre des nouveaux. J'aurais incorporé des instruments qu'on ne met jamais dans un orchestre symphonique, même, pour essayer de chercher la grande réalité, quoi. Solide, hein? Je crois qu'on peut lui faire confiance, hein? Écoute ça. Solide. D'abord, intérieurement, je vais être vidé. Je vais être vidé parce que je traînais ça depuis fort longtemps. C'est comme si j'avais oublié de me laver pendant 10 ans, quoi, 20 ans ou 30 ans. Alors maintenant, là, j'ai eu un bon savonnage. Je vais retrouver mes putains de beaux paysages canadiens, québécois. Je vais retrouver l'atmosphère dans laquelle je vis tous les jours. Je vais retrouver ma poésie journalière, quoi. Alors peut-être que je vais rajeunir et refaire une deuxième vie, quoi. C'est ça le vrai rôle de la peinture. Maintenant que Pierre-Paul Bertin a transcendé son expérience des camps de la mort en une œuvre monumentale, il lui reste le problème de son exposition. Bertin songe de plus en plus à sa France natale. Il a maintenu des liens, continuant d'exposer et même de remporter des prix. Il lui a donc semblé naturel d'y faire la promotion de son Miserere. Alors je suis très très fier, on fera une première mondiale là-bas pour mon Miserere, après 5 ans d'ouvrage, quoi. Je termine d'ailleurs dès mon retour de voyage, fin avril, j'achève les dernières pièces pour l'encadrement. Ben, j'ai l'impression de n'avoir jamais quitté, c'est ça qui est très drôle, parce que j'ai renoué avec les mêmes amis qui sont comme moi, ont vieilli, d'autres ont disparu, mais les enfants continuent, notamment certaines galeries avec lesquelles je vais reprendre de très très grosses activités. Ben, c'est un contraste parce que j'étais vraiment dans une boîte à oubli, quoi. C'est fort. Mais vous savez, j'ai pas de rancœur. Ça fait partie peut-être de la profession, quoi. J'accepte tout cela. Mais je savais qu'un jour, d'ici ou d'ailleurs, ça se déclencherait quelque part. Lors de notre dernière visite chez Bertin, la sculpture qu'il avait entreprise de découper devant nous, quelques mois plus tôt, avait rejoint les autres dans son jardin. Bertin réfléchissait alors sur la disposition de son Miserere dans une salle en France, potentiellement prête à recevoir les 156 tableaux. Toutefois, avant de voir l'exposition se concrétiser, de nombreux détails restaient à régler, des questions d'espace et de calendrier notamment. Bertin restait confiant, mais si d'aventure l'exposition tardait, il philosopherait sûrement encore sur le moteur de son engagement artistique. La motivation n'est pas une question de calcul, c'est une question de tempérament et d'apporter une émotion. Il faut qu'elle soit très forte pour pénétrer dans un temps et une époque. Et que vous le vouliez ou non, il y aura toujours une formulation d'époque, quelle qu'elle soit et quelque nom qu'elle portera. Je ne sais même pas à quoi j'appartiendrai, peut-être à rien d'ailleurs, mais au moins j'aurais été dans le passage. Peut-être que j'alimenterais pour les futurs. J'aurais peut-être dégagé juste 1 centimètre d'émotion, mais au moins j'aurais fait un effort pendant 50 ans de carrière. C'est le mandat. 1 centimètre pour 50 ans de carrière, c'est beau. C'est le mandat de l'artiste. Ah oui.
travailler pour rien, mais jamais être inutile.